Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients dans leur stratégie de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui, tous les mois on reçoit des NCA pour la gestion pilotée de des NCA dans les contrats d'assurance vie de Bourse Direct. Bourse Direct. Et nous allons parler donc avec un gérant, Romain Grandris. Bonjour Romain, Bonjour. du fonds Serenity Plus. Et après avec Benjamin, refaire un petit point sur la performance de la gestion pilotée et quoi attendre sur la gestion pilotée avec des NCA, ce qui s'est passé sur le mois dernier, et les perspectives un petit peu aussi prévues sur les marchés qu'on verra aussi sûrement avec Romain. Alors Romain, gérant obligataire, qui s'occupe de Eurose et de Serenity, voilà. Donc juste avant, donc je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Premièrement, je voulais vous refaire un petit rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est un partenaire, un prestataire de services en investissement. Nous faisons de la RTO, de la réception-transmission d'ordre de bourse pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour vos comptes titres et PE. Bourse Direct est aussi COA, courtier d'opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, mais aussi des plans d'épargne retraite. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil. Deuxièmement, alors nous allons aborder des points généraux. Alors, c'est plutôt dans le placement de produits, on n'est pas trop ici, je le trouve, dans le placement de produits, mais nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit pas avoir ni la performance passée ni la défiscalisation, mais là il n'y a pas de défiscalisation, pour unique motivation de souscription. Il faut, comme toujours, bien comprendre les produits dans lesquels vous investissez. Troisièmement, au-delà des définitions avantages et risques, il faut bien comprendre que le webinaire a un caractère promotionnel et vous présenter des produits, c'est pour que vous souscriviez du Serenity Plus et à la gestion pilotée de DLCA dans les contrats d'assurance vie. Il faut se vérifier toujours au prospectus, au DIC, avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, tenir, toujours tenir compte que les performances passées ne préjugent rien en performances à venir. Et pour finir, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Donc, pendant toute la durée du chat, vous pouvez nous poser des questions à travers le chat et on essaiera d'y répondre et je vous couperai pour essayer de vous poser les questions en fonction de l'opportunité par rapport à une Absolument. question. Sinon, on reprend derrière à la fin, on essaie de reprendre toutes les questions. Donc, bonjour Romain. Donc, Bonjour, bonjour à tous. est-ce que tu peux nous présenter donc des NCA et un peu le Serenity Plus surtout? Voilà. Absolument. Est-ce que j'ai la main? Ah oui, hein, c'est moi qui ai la main. Donc, On voilà. peut passer un petit peu. Voilà, juste pour préciser que c'est le fonds le moins risqué de toute la gamme des NCA. C'est un fonds obligataire court terme, zone euro. Et vous voyez ici, la seule chose importante à garder en tête, c'est que c'est un fonds de risque 2 sur 7. Et bien sûr, il a vocation à absolument rester dans cette catégorie, à prendre le minimum de risque pour un rendement très adapté à cette prise de risque et optimisé. Euh, L'équipe de gestion, alors c'est un fonds qui est géré par Baptiste et moi-même. C'est un fonds qui a été créé en 2011, donc qui a déjà un track record assez long. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis des NCA, ça fait 7 ans que je gère ce produit, et ça fait 7 ans qu'on gère ce produit tous les deux avec Baptiste. On a et dans notre background et dans notre façon de travailler, une vision très complémentaire. Moi, j'ai un passé d'ingénieur, d'actuaire et un présent, bien sûr, aussi. Baptiste est plus économiste et passionné de politique monétaire et d'économie.
Donc on se complète très très bien et on sait depuis maintenant 2 ans euh, sectionner un petit peu la façon de travailler, c'est-à-dire que Baptiste suit tout ce qui est banque et financière et moi je suis tout ce qui est corporate, société non financière. Et puis tout ce qui est ajustement de la sensibilité et du risque de taux d'intérêt, on fonctionne tous les deux de façon très collégiale et également en coopération, bien sûr, avec nos collègues gérants obligataires de chez DNCA. Et j'en profite pour ajouter que nous sommes deux, hein, mais pour les décisions de gestion, mais on a accès, on travaille avec toutes les ressources de DNCA, c'est-à-dire que d'une part, pour traiter nos exécutions sur le marché, on a une table de négociation qui est constituée de 2 traders euh, avec qui on a une proximité très très forte, et également donc toutes les équipes de gestion de la société, que ce soit des gestions actions, qui pour beaucoup ont en portefeuille des sociétés qu'on a aussi. Donc des discussions sont quasi quotidiennes sur ces émetteurs, sur ces sociétés, et également avec des collègues gérants d'obligations convertibles, parce qu'on va en parler, on a la chance de pouvoir faire des obligations convertibles dans cette stratégie. Et comme ça a été mentionné précédemment, nous gérons également la partie obligataire de Rose. Donc c'est en tout hein, pas très loin de 4 milliards d'euros d'obligataires que nous gérons tous les deux. Alors, les taux. Voilà, donc on commence peut-être par trois slides de contexte sur l'environnement de taux et de crédit. Alors on commence par le plus basique pour l'environnement, c'est-à-dire les taux monétaires. Alors, vous avez tous conscience de cette très très forte hausse des taux que nous avons vécue. On est encore en train de vivre, même si elle touche à sa fin. Donc en 10 mois à peu près, on a eu 7 hausses de taux consécutives, 375 points de base de hausse. Vous voyez sur cet historique assez long, c'est du jamais vu dans l'ampleur et la rapidité de ce changement de politique monétaire, de ce complet basculement de politique monétaire en passant d'une politique ultra laxiste avec des taux négatifs, ce qui était à l'époque exceptionnel mais qui a duré très 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 trop longtemps, à aujourd'hui une situation que je qualifierais pas forcément de normale, puisque à long terme, il est quand même probable que les taux ne restent pas à ces niveaux, mais on est extrêmement prudent aujourd'hui euh, sur 2 choses. La première, c'est que après une telle hausse de taux, une telle violence, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de conséquences économiques pour les entreprises, pour les États et en général pour tous les agents économiques. Parce qu'il faut savoir que ces resserrements massifs monétaires sont mondiaux, hein, sont pas, vous le savez très bien, hein, sont pas uniquement en Europe. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des difficultés, on commence à en voir, hein, par exemple sur le marché immobilier. Ce qu'on a vu sur les banques régionales américaines, ce qu'on a vu concernant Crédit Suisse, même si ce ne sont pas des conséquences très directes, ce sont quand même des conséquences, des stigmates de cet environnement qui a complètement basculé. Donc on est prudent sur l'économie, on est également prudent sur l'inflation, parce que certes l'inflation a normalement atteint un pic, mais quand on suit tous les mois les publications des chiffres d'inflation, on se rend compte que depuis de nombreux mois, hein, il y a souvent une surprise, une mauvaise surprise, hein, c'est-à-dire que l'inflation est toujours un petit peu supérieure à ce qui était attendu par les analystes et le marché. Alors ça peut être sur l'inflation totale ou sur l'inflation cœur, sur l'inflation sous-jacente. Euh, et même si nous, on se refuse absolument à prédire, hein, que ce soit l'économie ou l'inflation, on va pas vous dire à la fin de l'année, euh, le PIB français sera à temps ou l'inflation sera à temps. On est très très humble, hein, on connaît pas l'avenir. Mais par contre, nous allons nous placer et nous adapter au contexte que l'on voit. Et le contexte qu'on voit, c'est que
les marchés nous semblent encore pricés, implicitement anticipés. Aujourd'hui, si on prend la zone euro, encore deux hausses de taux, on va dire, dans les 6 prochains mois, pour arriver à 3,75 sur le taux directeur. On est à 3,25 aujourd'hui. Et puis, dans les six mois ensuite, le marché s'attend à ce qu'il y ait deux baisses de taux. Donc, on revienne à 3,25 aujourd'hui. Nous, on n'est pas du tout persuadés que les chiffres d'inflation vont baisser suffisamment pour que les banques centrales, la Banque centrale européenne en l'occurrence, baissent ses taux. Si vous écoutez, alors, nous effectivement, bien sûr, on le fait attentivement, les différentes réunions. On entend très bien Christine Lagarde, mais aussi tous les membres du conseil de gouvernance de la Banque centrale essayer de répéter inlassablement que la hausse des taux, rien ne garantit qu'elle est terminée, rien ne garantit que les taux ne vont pas rester plus longtemps sur une sorte de plateau, et ne pas diminuer aussi vite que le marché l'attend. Et on verra plus tard, cela nous amène à être prudents sur le risque de taux d'intérêt du fonds et donc à garder une sensibilité au taux d'intérêt euh, très basse dans la fourchette qui nous est permise. Ensuite, sur le graphique suivant, on va un petit peu plus loin dans l'environnement qui nous concerne plus, c'est-à-dire que structurellement, c'est un fonds qui peut faire beaucoup de choses dans l'environnement obligataire de la zone euro, mais et c'est aussi notre expertise, se manifeste plus sur le segment du crédit de bonne qualité. Donc là, on vous montre le rendement d'une part de l'État allemand 5 ans, c'est une sorte de base, même si c'est un petit peu plus long que notre horizon d'investissement, mais ça correspond à l'horizon d'investissement euh, de ces deux autres segments que sont le crédit investment grade, donc de bonne qualité, quasiment sans risque de défaut, dirons-nous, et le crédit high yield à haut rendement, qui lui est un petit peu plus risqué, avec des gradations bien sûr différentes. Et vous voyez que tout simplement, et là c'est un petit peu le miroir de ce qu'on a vu précédemment, autant sur les taux que sur les spreads, donc l'écart qu'on a entre un taux sans risque et le taux apporté par le taux supérieur apporté par une entreprise, par une dette d'entreprise, eh ben, on est de retour finalement sur des choses plus normales et on risque, entre guillemets, de rester dans cet environnement et pas forcément de retourner dans un environnement qu'on a connu ces 10 dernières années. Ce qui nous pousse là également à être prudent. Et sur le troisième slide de contexte, on zoome encore un petit peu, donc on se rapproche encore de l'environnement dans lequel on travaille sur Sérénité Plus. Donc on est là entre 1 et 5 ans de maturité. Vous voyez les taux de rendement qu'on veut offrir, d'une part tout en bas, l'État allemand 5 ans, donc ce taux sans risque qui est vraiment très très bas si on compare aujourd'hui au taux du monétaire. Et on voit très bien d'ailleurs sur cette courbe inversée que le marché anticipe des baisses de taux. Et nous, notre environnement, notre univers d'investissement, il va plutôt se situer donc, sur ce qu'on appelle la zone crossover un peu élargie. Donc, c'est les notations d'agences de rating triple B et double B. Donc, triple B, c'est entre guillemets, la moins bonne partie du crédit investment grade, le moins risqué. Et double B, c'est la partie la moins risquée du crédit high yield, un petit peu plus risqué. Et tout notre travail, ça va être d'aller sélectionner les bonnes obligations en continu pour optimiser donc le couple rendement-risque du portefeuille et d'être très opportuniste dans cet univers. Voilà, si on poursuit sur maintenant le fonds en lui-même, j'en ai déjà dit une partie, mais il faut avoir en tête, toujours dans cette logique de prudence, on ne prend pas de risque de change, on a un univers zone euro qui est très vaste, qui est suffisamment vaste pour exprimer notre expertise. Ce qui va différencier Sérénité Plus de beaucoup d'autres fonds, c'est un univers où il y a énormément de fonds, on en a bien conscience, c'est au-delà de pouvoir d'être un fonds simplement crédit ou simplement euh, un fonds de dette d'État, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses. On peut faire justement des dettes d'État, des dettes d'entreprise, on peut faire du taux variable, du taux fixe, du taux indexé, et on peut aussi faire des obligations convertibles, et on peut aussi faire des actions. Alors on va y revenir
plus tard, c'est pas du tout pour nous un risque action. Autant sur les convertibles que sur les actions, on restera, pour nous en tout cas, et j'espère vous convaincre là-dessus, sur un risque très très obligataire et qui s'inscrit encore une fois dans cette prudence. En termes de dérivés, là aussi, hein, on va absolument pas spéculer. C'est absolument pas l'idée. On va pas spéculer sur les taux d'intérêt. Comment on va utiliser les dérivés? Ça va être pour réduire le risque de sensibilité, donc de duration, à partir d'un portefeuille d'obligations, on va dire investies classiquement. Si la sensibilité obtenue nous semble trop importante, on va utiliser des dérivés extrêmement liquides, extrêmement classiques pour ajuster ce risque de taux. Et donc, historiquement, on a toujours ajusté à la baisse pour s'adapter aux conditions monétaires. Très important quand même à avoir en tête, hein, c'est un fonds qui n'est pas un fonds monétaire, donc on a une durée d'investissement de 18 mois. Ça veut dire qu'il y a une certaine volatilité, mais qui est extrêmement contrôlée, qui aujourd'hui est autour de 1,20 et qu'on aime absolument conserver autour de 1, entre 1 et 1,50. Et enfin, c'est un fonds qui a le label ISR depuis un certain temps maintenant, qui est article 8 SFDR. Euh, donc chez DNCA, on a une équipe de gérants analystes ISR dédiés, une dizaine de personnes maintenant, qui est depuis bientôt 5 ans active. Et donc on a, nous en tant que gérants, euh, extrêmement bien intégré cette contrainte, mais qui finalement euh, nous empêche en fait d'investir dans des entreprises qu'à la base on n'aime pas. Donc, c'est pas vraiment une contrainte, mais ça permet nous d'apporter encore des discussions avec nos collègues et d'enrichir notre vision des sociétés. Voilà. Et pour finir, on a une sensibilité nette qui sera encadrée entre 0 et 4. Il est bien entendu que 4 serait trop élevé et que historiquement, on se situe plus entre 0,5 et 2, on va dire. Ensuite, juste très rapidement, donc 2 slides sur l'ISR. J'ai déjà parlé donc, des moyens qu'on a chez DNCA. Donc le label nous impose de retirer au moins 20% donc, de notre univers de départ, donc de retirer les sociétés les moins disantes en termes d'ISR selon notre analyse. Donc on a un modèle interne qui note les entreprises qu'on a en portefeuille ou pour lesquelles on voudrait investir. Et donc avoir une note minimale sur ces critères-là nous permet de largement satisfaire à cette contrainte. Voilà. Et ensuite, vous avez juste, alors on le verra peut-être par la suite. Alors là, il y a juste une chose que j'ai pas précisé, c'est deux choses finalement sur la notation des émetteurs, donc le risque de crédit. Certes, dans le prospectus, on n'a pas de contraintes, mais nous, en tant que gérant, on est extrêmement risque adverse là-dessus. On fait extrêmement attention et vous verrez en termes de rating comment on gère le risque de crédit. Ça reste, comme je le répète encore, hein, un fonds très prudent. Sur les actions, on voyait 10% d'allocation maximale. On n'ira absolument jamais sur ces niveaux-là. Historiquement, on est allé à 4%, mais pour une situation assez spéciale et un risque très faible. Euh, Aujourd'hui, dans le portefeuille, il y a 0,5% d'actions. On est plus proche entre 1 et 3%, on va dire. Voilà. Le process d'investissement, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. L'idée, c'est de, bien sûr, s'inscrire dans l'environnement dans lequel on est, l'environnement macroéconomique, mais encore plus l'environnement monétaire, et d'ajuster donc les paramètres du fonds, autant en termes de trésorerie, autant en termes de sensibilité nette et de risque de crédit, donc de risque d'allocation dans les entreprises et les secteurs qu'on veut mettre en portefeuille. Voilà. Et ensuite, 90% du travail, c'est vraiment de la sélection, ce qu'on appelle le bond picking. Donc aller chercher d'une part les sociétés, les émetteurs qui nous intéressent, mais au-delà de ça, d'aller chercher la bonne obligation sur les courbes, donc la bonne maturité sur les émissions de dette de ces entreprises. Je défile les pages. Non, mais c'est parfait. Donc là, c'est là où je vais détailler un petit peu les stratégies, on va dire, un peu originales et on pense apporter une certaine valeur ajoutée par rapport aux produits qu'on voit sur le marché. Alors, le portage, c'est heureusement
quasi enfin, l'essentiel hein, de la contribution à la performance, c'est-à-dire que euh, on réceptionne les coupons qui nous sont payés. C'est l'essence même de l'investissement obligataire, hein, c'est avoir un rendement issu des coupons des obligations qu'on a en portefeuille. Et on sort d'ailleurs d'une période d'obligations à zéro coupon. On est aujourd'hui très content, nous, en tant que gérants actifs, de retrouver un environnement qui nous permet d'exprimer je pense, notre valeur ajoutée sur la sélection. C'était très difficile, hein, je fais une toute petite digression. Pendant la période pendant laquelle la BCE achetait sans compter par milliards les obligations sur le marché, il y avait très peu de différenciation qui était faite les émetteurs, sur les risques. Les primes de risque étaient très écrasées. Beaucoup d'investisseurs ne voyant plus de potentiel de rendement sur les obligations moyennement ou peu risquées, allaient chercher du risque sur le haut rendement, allaient chercher du risque de duration. Nous, on a toujours fait très attention à ça, quitte à avoir un rendement qui était très faible, mais ça nous a permis d'absorber, d'une part, hein, en 2020, le Covid, puisque on avait un rendement extrêmement faible début 2020 de 0,25, donc les marchés étaient pour nous extrêmement chers. On n'est pas allé prendre de risques, on a fait monter notre part de cash qui montait à 20%. Ça nous a permis d'absorber hein, ce choc en partie, bien sûr, pas à 100%, et aussi d'être très opportuniste dès le mois d'avril, les mois d'avril, mai, juin 2020, pour aller là, à ce moment-là, aller chercher du rendement. Et je rappelle aussi on a certes un benchmark qui nous sert pour comparer nos performances, bien sûr, mais nous, on s'occupe absolument pas de benchmark, hein, c'est une gestion qu'on veut totalement absolue. On est plutôt benchmarké, si vous voulez, par les fonds monétaires sur lesquels on doit apporter bien sûr un surcroît de performance, mais sans un risque trop important. Voilà pour la partie classique. Donc on peut faire du haut rendement comme j'en ai parlé. On peut aussi couvrir hein, cette dimension taux d'intérêt de façon très simple et de façon non spéculative. Et les deux points que je vais détailler, c'est les convertibles et les actions. Alors, de façon assez limitée, hein, on a sur les convertibles à peu près 6% aujourd'hui, historiquement entre 5 et 15%. Ce qu'on va faire, c'est aller chercher les obligations convertibles que les gérants convertibles eux-mêmes ne veulent plus forcément. Et des obligations qui sont courtes, qui ont des caractéristiques qui sont quasiment 100% obligataires. C'est-à-dire que, contrairement à des benchmarks d'obligations convertibles qui, eux, ont des sensibilités au cours de l'action des sociétés qui sont élevées, donc une volatilité plus forte, nous, on va avoir dans le fond en moyenne ce qu'on appelle cette sensibilité, ce qu'on appelle le delta, qui est à peu près à 5%. Donc, même si l'action des entreprises pour lesquelles on a les convertibles chute de 30%, on sera quasiment pas affecté sur la convertible. Du fait, toute chose égale par ailleurs, de l'action qui bouge. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme je l'ai dit, hein, les gérants convertibles, qui vont pas forcément avoir beaucoup d'intérêt à acheter ces titres, eux préfèrent avoir un peu plus de volatilité de delta. Donc ils sont un peu structurellement vendeurs. Donc, en théorie, mais même en pratique, on a une prime de risque qui est plus intéressante. On a un spread, un rendement qui est plus intéressant. Euh, je pense qu'on a une slide, alors pas tout de suite, mais juste après, qui montrera le cas sur, voilà, on peut en parler tout de suite, sur une société qu'on aime bien, qui est Worldline. Worldline, donc c'est depuis bien longtemps maintenant, a été mis en bourse par Atos, hein, c'était une filiale d'Atos, c'est le co-leader des paiements avec Nexi, avec l'italien Nexi, qu'on a aussi en portefeuille en zone euro, qui est en train de consolider le marché, qui génère énormément de cash. Pour nous, il y a quasiment pas de risque de crédit sur cette entreprise, il n'y a pas de risque de défaut, on est extrêmement à l'aise. Et ici, on vous a représenté donc en bas, hein, en noir, les points noirs sont les obligations classiques, donc normales, non convertibles de l'émetteur. Les deux qu'on voit à gauche, les deux petits points à gauche, alors c'est pas 2023, mais c'est 2024, hein, elles viennent juste de faire l'objet d'une offre de rachat de la société, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles ont un spread, elles ont un rendement
quasiment celui du monétaire, qui est même légèrement en dessous du monétaire. On les a en portefeuille, c'est aussi l'occasion d'en parler, et donc on est très content que l'émetteur paye une prime par rapport au prix qu'elles valent sur le marché pour nous en racheter une partie. Donc nous, on va apporter nos titres à cette offre, on va faire une performance sur cette opération. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que vous avez une obligation 30 juin 2027, donc qui est un peu trop longue hein, pour BNCA Sérénité Plus, donc on ne va pas l'avoir en portefeuille. Mais vous voyez sur le point en bleu, en haut, une obligation convertible qui, elle, a une maturité de juillet 2025, un petit peu plus de 2 ans, qui est tout à fait compatible avec notre univers d'investissement. Et ce qu'on a représenté donc sur le graphe, ce que vous voyez donc à gauche, c'est le spread, donc c'est le surcroît de rendement qu'on a par rapport au taux sans risque de marché. Normalement, une courbe de spread, une courbe de risque, elle est croissante. Elle n'est pas déformée de la sorte. Ce que ça montre, c'est que acheter aujourd'hui cette convertible, vous avez 70 points de base supplémentaires de rendement, de spread ou de rendement, pour un risque qui est moindre, parce qu'elle a quasiment 2 ans de moins de maturité résiduelle, et il n'y a aucune différence juridique hein, dans les prospectus, dans le risque de défaut entre ces deux papiers. Donc nous, on est extrêmement content d'avoir la possibilité dans notre gestion d'aller acheter cette convertible plutôt que de se cantonner à une courbe classique. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler sur les convertibles. On va de façon extrêmement opportuniste venir chercher ces papiers qui offrent ces primes de risque. Si on revient, alors on n'a pas forcément besoin de revenir sur la slide d'avant, mais je vous explique maintenant les actions. Très important d'avoir ça en tête. C'est pas un risque action, on va pas aller acheter des actions avec leur volatilité, hein. De toute façon, pour cantonner la volatilité du fonds à 1,5%, on ne pourrait pas se permettre d'aller chercher des actions. Comment on travaille? En fait, c'est des entreprises qui font l'objet d'une OPA, donc une OPA officielle. Donc le jour où, je prends un exemple très concret qu'on connaît tous, EDF, mi-juillet de l'année dernière, donc on le sait tous, hein, l'État a publié une offre de rachat des minoritaires à 12 euros par action, offre officielle, euh, dont l'issue était absolument certaine, alors avec même peut-être une option d'offre de prix supérieur, mais c'était pas l'objet de notre investissement. Donc quand il se passe cette annonce, qu'est-ce qu'on fait? On étudie l'opération, bien sûr, avant d'envisager l'achat. Il y a 3 conditions pour lesquelles on peut mettre l'action en portefeuille. La première, c'est que l'opération se fasse en cash, c'est-à-dire que ab- c'est assez bête entre guillemets ce que je vais dire, mais on ne veut pas que l'acquéreur nous paye en titre, on veut être payé en cash, comme une obligation, on veut qu'à la maturité, on récupère notre mise, entre guillemets. On veut être, nous, très 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 sûrs que l'opération sera menée au bout, bien sûr. On ne veut pas prendre de risque que l'opération soit annulée, parce que dans ce cas-là, vous imaginez bien que le prix de l'action ne va pas arriver à 12, mais revenir au prix qu'il était avant l'offre. Et puis, bien sûr, on veut pouvoir acheter les actions sur le marché avec une certaine décote qui nous permette de générer une performance. Donc là, de façon très pragmatique. On a pu trouver des actions EDF à 11,70 €, 11,73 €, ce qui nous faisait 30 centimes hein, de gain à l'échéance. Il se trouve qu'on a pu les vendre à 12 € sur le marché avant même d'attendre la fin de l'opération, ce qui est plutôt usuellement ce qui se passe. Mais comme aujourd'hui, hein, la trésorerie nous paye plus que zéro, on avait tout intérêt à les vendre à 12 euros. On les a vendus donc 4 mois et demi après l'achat. Ça nous a fait un peu plus de 2% de performance brute, donc sur 4 mois et demi. Si on annualise ça hein, pour homogénéiser par rapport au rendement qu'on vous propose dans le portefeuille, on est sur du quasiment 7% de rendement annualisé. Voilà, c'était pour donner un exemple très concret qu'on connaît tous. Dans le fond, historiquement, on a eu entre 5 et 7 opérations par an, nouvelles opérations par an, donc c'est assez récurrent. Euh, Depuis que moi je suis aux manettes du fonds avec Baptiste, on n'a jamais eu donc d'opération qui n'a pas fonctionné. On a eu 2 opérations
pour lesquels on a eu un relèvement d'offres. Donc on a eu une option gratuite, hein, un bonus qui est très 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 sympathique, hein, quand vous avez ça en portefeuille, c'est tout de suite une performance immédiate. Voilà. Et pour donner un exemple, donc 2022, c'est dur de donner une contribution de cette gestion-là, mais c'est vrai que c'est l'année dernière, quand tout était négatif sur l'obligataire, absolument tout, eh ben c'est la seule partie du portefeuille qui a amené une performance positive, certes pas énorme, mais en contribution, c'est très, très appréciable. Et si on reprend 2021, on a eu 2% en moyenne exposés aux actions, donc sur ces opérations-là en 2021, sur une dizaine d'opérations. Elles sont toutes allées au bout, comme on l'avait imaginé, bien sûr. Et pour 2% de risque alloué, on a quasiment 10% de contribution de la performance qui est venue de ces opérations. Donc voilà, avec les convertibles, c'est des choses qui nous différencient et sur lesquelles on montre qu'on est capable d'apporter une contribution positive. Je vais aller très vite sur le portefeuille actuel. Vous voyez, l'idée, c'est de montrer que on utilise tous les outils, toutes les possibilités de diversification dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Les taux fixes, hein, c'est vraiment la partie classique, le portage. Les taux variables aussi, hein, il y a assez peu de taux variables dans l'univers. Nous, on aime bien mixer les deux, et puis ensuite, c'est notre pilotage de la sensibilité après qui nous fait gérer notre risque de taux. Les taux indexés sont des obligations d'État qui sont indexées sur l'inflation. Donc là, c'est quelque chose qui a très bien marché en 2020. On avait 10%, vous le voyez sur le graphique en haut à droite. Euh, Ça a tellement bien marché qu'on a pris nos profits pour aujourd'hui, progressivement, pour aujourd'hui en avoir plus que 4%. On est en train de, de- de travailler sur cette partie là en ce moment sur le portefeuille. 5% de convertibles, j'en ai beaucoup parlé. 0,2% d'actions. On vient d'acheter là récemment la société Majorel, qui est en train, société française, qui est en train d'être acquise par Téléperformance, que vous, je pense, connaissez. Donc là, c'était fin avril, hein, c'est tout récent. On en a aujourd'hui 0,5% du portefeuille. On a encore acheté aujourd'hui, on achète un peu en dessous de 29 euros pour une acquisition à 30 euros. On va en plus toucher des dividendes entre-temps. Donc on estime sur l'opération un rendement attendu de 8%. Voilà, donc on est dans les clous de ce que je vous annonçais sur EDF. C'est typiquement ce qu'on fait sur cette poche-là. 10% de liquidité, ça va très bien avec la prudence dont je vous parle depuis le début. Et puis ce qu'il faut garder en tête, ce sont les chiffres que vous voyez en bas. On a 130 à peu près quasiment 140 lignes en portefeuille, c'est une petite centaine d'émetteurs. C'est un portefeuille très diversifié, fait très attention à la liquidité, hein, bien sûr, c'est extrêmement important. On a aujourd'hui un rendement très intéressant, on trouve à 4,5%, à comparer hein, aux 3% sans risque, hein, que vous connaissez aussi d'un fonds monétaire. Donc c'est cet écart de 150 points de base, on l'obtient avec une prise de risque qui nous semble, nous, extrêmement adaptée, extrêmement contrôlée. Et puis une sensibilité au taux d'intérêt, alors qui, euh, avant, euh, avant dérivée, avant ajustement, est déjà très faible, hein, à 0,9, et puis on l'ajuste un petit peu pour la baisser encore à 0,7. Et ça va en face du discours dont je vous ai parlé, de prudence sur l'inflation plus structurelle, les taux de marché, les taux d'intérêt, les taux monétaires, qui, on le pense, aujourd'hui, ne price pas, n'anticipent pas assez ces difficultés, notamment d'inflation. Si on avait une remontée des taux, comment se comporterait le fonds? Alors justement, c'est exactement la question qu'il fallait poser à ce moment-là. Une sensibilité à 0,73 aujourd'hui, ça veut dire que si les taux montent de 100 points de base, le fonds perdrait 0,7 points de base. 0,7%, pardon, 73 points de base. D'accord. C'est c'est- c'est- c'est, euh, c'est mécanique. Alors c'est très théorique parce que ce serait sur un choc euh, dans la journée. Donc un choc immédiat de 100 points de base. Mm. Chose qui est absolument pas envisageable. Par contre, que
le marché se rende compte, comme j'ai dit, hein, que l'inflation est un peu plus structurelle, on risque d'avoir, sur des taux courts, hein, s'il y a des chocs, ils seront plus de l'ordre de 10, 15, 20, 30 points de base. Et donc c'est ça qu'on pourrait risquer, entre guillemets. Nous, on le voit, on verrait ces mouvements comme une vraie opportunité d'investissement, en fait. De déployer, d'une part, une grosse partie, si ça arrivait, de ces 10% de liquidité, et d'autre part, comme c'est un fonds très court, il y a un slide avec l'échéancier, sur les 8 mois qui restent cette année, voilà, sur les 8 mois qui restent cette année, on a 30% du fonds qui arrive à échéance. Donc en moyenne, à peu près, si on exclut les mois d'août et décembre qui sont assez pauvres en maturité, en émission, on est à peu près à 4% en moyenne du fonds tous les mois qu'on peut réinvestir. Donc si on ne trouve pas d'opportunité, on n'a pas de problème à diluer encore cette part de liquidité. Et si on trouve des opportunités, ce qui est le cas en ce moment, de façon vraiment précise, spécifique, ben, on a la chance de pouvoir réemployer toute cette liquidité. D'accord. Et sur le, alors, c'est le moment de réinvestir enfin, d'investir, parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas beaucoup investi sur l'obligataire. Absolument. Est-ce que c'est le moment de revenir sur l'obligataire, ou est-ce que c'est un peu trop tôt à comprendre ça, ou est-ce qu'il faut se contenter des 4,50% de rendement sur les 12 prochains mois? Euh, Alors, revenir sur l'obligataire en général, si on l'entend revenir sur des fonds benchmarkés ou l'obligataire, l'univers obligataire, il faut savoir cet univers, il a une duration, une sensibilité qui est très élevée. Si on prend les dettes d'État, aujourd'hui en zone euro, vous avez des sensibilités qui sont à 7, 8. Donc là, quand vous avez 100 points de base de hausse de taux, vous perdez 8%. C'est ce qu'on a vu l'année dernière, hein. Exactement ce qu'on a vu. Donc sur des produits comme celui-ci, et même c'est le cas hein, dans la poche obligataire de Rose, par exemple, avec des sensibilités très basses, on n'a pas cette problématique de timing. Un petit peu, mais l'année dernière, par exemple, Sérénité Plus perd 2%, son indice perd 4,40, et c'est ce qui est arrivé sur l'ensemble du L'obligataire, marché moins obligataire. 17% à peu près. Aujourd'hui, sur un an glissant, on est revenu en performance positive. Euh, Moi, j'aime pas forcément, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas été, alors Benjamin pourra peut-être plus en parler, mais pas été aussi actif que beaucoup d'acteurs sur les fonds à échéance. C'est qu'on veut pas dire aux clients, l'obligataire, il faut y aller une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, nous, ce qui nous gênait, c'était vraiment les programmes d'achat de la BCE, les taux négatifs. Donc une valorisation qui était pour nous euh, totalement non justifiée. Aujourd'hui, la BCE, au 1er juillet, va arrêter de réinvestir les titres qu'elle a en portefeuille. Donc elle va vraiment normaliser le marché. Et à partir du moment où le marché est normalisé, c'est à nous d'ajuster notre sélection d'émetteurs, d'obligations et de sensibilité pour gérer justement ce risque-là. Donc euh, je pense qu'on a passé cette phase où aller sur l'obligataire était très compliqué. Et donc, à 4,50 aujourd'hui, avec ce 150 points de base de mieux qu'un monétaire, je pense que il faut pas forcément se poser de questions à se dire est-ce que le mois prochain on sera à 4,60, 4,70. Essayer de timer sur l'obligataire court, ou tel que nous on le gère, euh, je trouve que ça a moins de sens. D'accord. Parce que notre gestion du risque est faite pour justement éviter d'avoir à se poser ces questions. Euh, J'aime bien souvent terminer la présentation sur ce produit en disant que DNCA Finance, donc notre société de gestion, investit une partie de ses fonds propres, donc sa trésorerie, sur le fonds lui-même. Donc c'est pour vous dire, nous en tant que gérant, notre sensibilité au risque qu'on peut avoir. Et c'est un produit qu'on peut vendre aussi aux entreprises pour leur trésorerie, une part de leur trésorerie. Absolument pas 100% bien sûr, mais une partie de la trésorerie. D'accord. Voilà. Et parce que là, il y a quand même une opportunité. Vous avez un coupon quand même vous avez quand même un Voilà. coupon de 4,50 là aujourd'hui qui est presque garanti selon vos échéances et qu'on voit très bien là 2023-2024.
Donc là, il y a une opportunité de faire mieux que le fonds en euros sur les 12 prochains mois. Absolument. Euh, Et on pense qu'elle va rester, en fait, cette attente. Enfin que euh, euh, c'est pas maintenant ou jamais. C'est-à-dire que ouais. voilà, on n'a pas forcément été les plus vocaux en disant 2023, c'est l'année de l'obligataire. Il faut absolument venir tout de suite. Voilà, nous on pense qu'on peut venir à partir de maintenant. On redécouvre un peu Voilà, l'obligataire avec la hausse exactement, avec la hausse des taux, parce que là aujourd'hui, exactement. les SICAV monétaires vont rapporter peut-être du 3 en 3 2023, en plus, ouais, voilà. donc Sur l'année, sur l'année. Donc on redécouvre un peu ces produits-là. C'est intéressant de les présenter au public, aux clients privés qui connaissent pas, enfin, qui ont oublié ces produits, parce que c'est vrai et ils fonctionnaient pas spécialement bien, et même les fonds de souvent à raison vu l'année et, dernière. et souvent raison, effectivement. Et que ces produits-là, aussi, je suis allé voir la fiche Cantalis sur votre fonds tout à l'heure, et c'est vrai que si on regarde les performances depuis 10 ans, valait mieux faire du fonds en euros. Donc c'est effectivement, moi ce qui m'intéresse de vous présenter et de présenter aux clients, c'est effectivement, il ne faut pas regarder les performances passées, là, au contraire, c'est de bien comprendre la stratégie du produit, Absolument. et que aujourd'hui, il faut et comme toujours, hein, ça fait depuis plusieurs années qu'on dit un petit peu ça sur pas la fin du fonds en euros, mais sur comment On l'a remplacer le fonds en euros par d'autres produits, quitte à prendre un petit peu de risque pour la durée du placement est hyper important, pour avoir de la surperformance par rapport au fonds en euros. absolument. Et DNCA, à mon sens, est bien placé là-dessus, au vu en plus de votre stratégie très très prudente, historique Voilà. C'est vrai que sur vos fonds. exactement, pendant des années, on a entendu qu'il fallait mieux faire des actions et du cash. Hmm, Et c'est pour ça que l'obligataire était oublié dans bien sûr, l'équation. Et ça y est, maintenant, effectivement, bien sûr. on peut enfin y revenir. Alors, on va aborder là un peu avec la gestion pilotée pour essayer de rester dans les clous sur le timing. Donc Serenity, c'est un fonds qui est, alors juste pour finir sur Serenity, Serenity Plus, c'est donc un fonds de DNCA, et qui est éligible aussi au compte titre ordinaire de chez Bourse Direct. Vous pouvez le souscrire directement chez Bourse Direct pour votre trésorerie, vos placements, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi éligible sur le contrat Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon. Donc il n'y a aucun problème pour un peu remplacer de fonds en euros, et vous pouvez le souscrire sans problème. Et puis on se donnera rendez-vous sur ce fonds-là dans un an pour faire le point sur les 4,50 et la performance attendue dans un an. Avec plaisir. Donc, ravi. Donc, on va recevoir là maintenant. Donc, changer, on n'a pas beaucoup de caméras. Donc, Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. ravi, Benjamin, de te recevoir à nouveau. Merci à Euh, tous. Donc, je te laisse présenter un peu. Donc, comme vous savez, on a sur Bourse Direct Horizon, on a la gestion pilotée de DNCA sur un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur ces profils-là, parce que les performances 2022, elles ont été un petit peu Oui, difficiles. Donc on en a parlé rapidement. On a vu un gérant la dernière fois qui était très optimiste quand même sur les marchés actions, qui était, et on le voit, dans tous les cas, ça ne baisse pas. Et donc, alors comment s'est comportée la performance sur sur la gestion pilotée. la gestion pilotée Alors, les gestions pilotées, alors juste pour rappel pour les clients qui n'étaient pas là avant, la gestion pilotée, c'est vraiment confier en fait les clés de l'allocation des clients à une maison de gestion qui va fonctionner en architecture ouverte, c'est-à-dire que bien entendu, dans l'allocation qu'on va mettre en place, suivant votre profil, donc qu'il soit prudent, équilibré ou dynamique, on va aller placer des produits DNCA qui font sens, mais aussi et surtout, parce que les produits DNCA, c'est 40% max de l'allocation, et c'est souvent sur un rythme de croisière de 20-25%, le reste étant sur des sociétés de gestion différentes, complémentaires, avec des stratégies qui sont soit complémentaires aux nôtres, hein, ou soit sur des stratégies que nous ne retrouvons pas chez les NCA, et sur des gérants qui sont
bah, souvent, au premier décile, on essaie d'aller chercher les gérants les plus performants, les plus reconnus sur leurs expertises. Donc, on peut passer peut-être ce slide. Donc, un peu pour revenir vraiment, c'est de se dire, on peut passer aussi celui-ci, comme il reste plus beaucoup de temps. Bah voilà, ou le prochain encore. Je vais leur montrer un petit peu le prochain, pardon, ce qu'on offre aujourd'hui. Ah non, il n'y est pas. Ah mince, ah oui, parce qu'on n'a pas. C'est dans la dernière presse qu'on a mis. Non, alors juste pour vous rappeler, on peut remettre celui d'avant si tu veux, de rappeler un peu donc la diversification, c'est de mettre au mot comme je vous ai expliqué. On va diversifier les actifs en fonction des classes d'actifs, donc des obligations, des actions, des fonds de performance absolue. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de présenter un fonds de performance absolue, d'expliquer ce que c'est un petit peu. Par exemple, un fonds de performance absolue obligataire, on aimait bien ça dans le contexte de taux qui remontaient, parce que c'est des fonds qui peuvent avoir des sensibilités, on en a parlé tout à l'heure, négatives. C'est-à-dire que quand les taux montent, bah, une sensibilité négative, vous générez de la performance positive. Donc, c'est des fonds un peu plus particuliers, et c'est ce qu'on avait bien aimé mettre en place dans les phases de taux qui étaient à zéro et on pensait que les taux allaient remonter, comme l'année dernière. Et vous avez donc une diversification en termes de classes d'actifs, de zones géographiques, donc c'est très important. On n'est pas simplement orienté sur l'Europe ou les émergents ou autres. C'est pour ça qu'on avait eu des questions les dernières fois où des personnes comparaient la performance d'un mandat comme le nôtre qui est plutôt international à la performance du CAC 40. À titre d'exemple, hein, je vous en parlerai tout à l'heure, mais depuis le début de l'année, le CAC 40 fait 15,4% à peu près au 5 mai. C'est la dernière perf que j'avais où j'avais actualisé, contre le MSCI World qui est l'indice action internationale qui était plutôt à 5,8%. Alors là, le CAC 40, qui a souvent été le mauvais élève de la classe, depuis 2 ans, en fait, on a un CAC qui se comporte extrêmement bien, mais qui est surtout tiré par quelques valeurs. L'année dernière, c'est sûr que si vous n'aviez pas de pétrole ou de défense, voire un peu de financier en portefeuille, bah, vous ne faisiez pas de perf. Hein. L'écart de perf, même au sein du CAC 40, était assez importante. Et là, on a tendance à dire que c'est plutôt la pharma et surtout le luxe qui tire la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Donc, c'est pas la meilleure base de comparaison à CAC 40 en ce moment. Donc, c'est pour ça que nous, on se compare vraiment souvent à un MSCI World. Et de toute façon, vous pouvez regarder sur le long terme, un MSCI World a tendance à, je sais pas si on se dira Romain, mais qui a tendance quand même à surperformer sur le long terme. On trouve que c'est une base plus comparable par rapport au mandat qu'on gère. Donc ça, c'est important de bien Voilà. comprendre effectivement la Ah performance oui, du mandat est à relativiser. Effectivement, c'est pas le CAC 40, c'est pas que de l'Europe. Et puis en exactement. plus, quand on est sur un mandat prudent ou équilibré, on le voit avec Romain tout à l'heure, c'est effectivement, c'est pas les mêmes performances que les actions. Donc, C'est ça. et il faut avoir de l'obligataire dans les portefeuilles. Et donc, ça diminue effectivement. On peut pas faire du 15% comme le CAC 40 Et, ce fait. et ce qui est assez, alors, c'est marrant, mais c'est vrai que historiquement, DNC, on avait une gestion très européenne. Mm. Donc, on a su s'internationaliser, aller sur différentes classes d'actifs. Et du coup, on a fait venir cette nouvelle équipe de multigestion en 2019 parce que notre multigestion était trop européenne pour la globaliser et d'avoir quelque chose plus tout terrain et qui fasse sens sur le long terme. Alors, c'est sûr que si on regarde là sur les 2 dernières années écoulées, même pas sur l'année écoulée, on aurait pu se dire, bon, on aurait dû rester européen, mais en tout cas, on sait que même si on sous-performe par rapport à un CAC 40 sur un an, c'est pas embêtant. On sait que sur le long terme, on aura tendance, les émergents, quand la Chine se réveillera, c'était un livre à l'époque, quand la Chine se réveillera, on sait que ça générera de la performance. Les États-Unis, on voit très bien que depuis le début de l'année, sur la partie Nasdaq, ça a tendance plutôt à bien rebondir. Bon, après, c'était très compliqué l'année dernière. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important d'avoir une gestion qui soit diversifiée en termes de classes d'actifs, de zones géographiques zone géographique pardon, et de style de gestion, que ce soit sur la Bien partie sûr. value de la cote ou la partie plutôt croissance-qualité. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne chez Bourse Direct 3 profils. Donc on les a après. Donc vous avez un profil plutôt prudent qui sera investi entre 0 et 30% d'actions. Actuellement, on est à 24% d'actions. C'est à peu près la même chose. Il faut savoir que sur le mois, on n'a pas énormément bougé les allocations. De toute façon, dans le dernier mois qui s'est écoulé, on n'a pas eu trop de news. Alors, on avait les banques centrales qui intervenaient. Bon, c'était à peu près pricé l'augmentation des taux qu'on avait, donc on a décidé de ne pas bouger les portefeuilles. Le marché est assez paradoxal. Alors, on a un marché obligataire qui presse une récession, des marchés actions qui, eux, continuent à tenir, entre guillemets. Donc là, le but, et vous le verrez quand on en parlera le mois prochain, on va avoir tendance à faire quelques mouvements
cette année, que ce soit sur les 3 profils, cette année, pardon, ce mois-ci, on va certainement avoir tendance à un petit peu désexposer la partie européenne. Vous voyez là, par exemple, alors si on met le profil équilibré, si on part sur le profil, donc qui investit entre 40 et 60%, vous voyez que sur un profil équilibré et sur un profil dynamique, les actions européennes étaient les actions les plus représentées aujourd'hui dans les allocations, et on a bien fait de le faire parce que c'est ce qui a mieux fonctionné depuis un an. Mais on va avoir tendance à réduire un petit peu la poche européenne au profit d'actions plutôt croissance américaine. Alors, pourquoi? Parce que les valeurs de croissance américaine ont été, enfin plutôt croissance qualité, ont été très impactées l'année dernière par la hausse des taux. Il faut savoir que quand les taux remontent, le style croissance a tendance à sous-performer, et ça s'est fait nettement, hein. Vous regardez le Nasdaq l'année dernière, on a dû perdre plus de 50, ouais, 40, une quarantaine de pourcents, entre 35 et 40%. Donc ça a été très compliqué. Donc on a eu un net rebond depuis le début de l'année, hein. Je crois qu'à fin mars, on était déjà à plus 17% sur le Nasdaq. Et donc, on a tendance à revenir vers ce type de valeur, et pourquoi aussi vers la croissance qualité? Parce qu'on parle un peu plus de récession, on en a parlé, on a de la liquidité dans un fonds comme Sérénité. On a tendance à se dire, on parle de plus en plus de récession en fin d'année, début d'année prochaine. Et c'est vrai que dans une phase où les taux se sont stabilisés, où on parle un petit peu plus de récession, bah, souvent les valeurs de croissance ont tendance à superformer à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on oriente les portefeuilles vers un peu plus de croissance qualité. Alors après, on aime toujours, hein, on sera à peu près équipondéré parce qu'on avait une surpondération sur les valeurs type et value, donc ces actifs de rendement. C'est des sociétés souvent décotées qui offrent des gros dividendes parce qu'elles sont bien gérées, qu'elles génèrent des free cash flow solides. Et donc, elles nous retracèdent ça sous forme de dividendes. Ça a très bien performé. On réduit un petit peu la valeur de là-dessus, sur la value, sur l'Europe, pour retourner un peu plus sur les US et sur la partie croissance. Donc, du coup, ça donne quoi en performance? Alors, ce mois-ci, Il j'ai n'avait fait regardé. aucun mouvement. Alors, ce mois-ci, sur la gestion pilotée, on a, en fait, ce que je veux Sur les dire, trois profils, en vous n'avez fait, fait aucun mouvement. sur aucun mouvement dans le sens où vous avez toujours, on repondère un peu comment ça s'appelle, les fonds. Et ce que je veux dire en termes de sortie de fonds pour aller sur un nouveau fonds ou autre, non, on avait déjà un portefeuille. Parce qu'il faut savoir quand même, hein, quand on en a parlé là, le mois dernier et même le mois d'avant, on avait quand même dans cet environnement qui est quand même assez, il y a peu de visibilité quand même sur, on va l'avouer, hein, sur la macroéconomie, il y a quand même, c'est assez peu visible. On a parlé sur les taux, on voit quand même un marché qui presse une récession. On a tendance à voir des marchés actions qui sont sur des valorisations élevées et qui ont tendance à tenir. Quand on presse une récession, normalement, on devrait plutôt avoir des marchés actions qui ont tendance à baisser. Donc, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on avait fait sur les 3 mandats, c'est d'avoir une exposition aux actions plus faible que la fourchette haute, et simplement d'avoir des profils qui sont très équilibrés en fait, c'est-à-dire en termes de classe d'actifs, de style de gestion et autres. Donc là, comme on l'a expliqué, le mois prochain, on va voir ces arbitrages qu'on va commencer à faire. Et bien, nous en a pris de ne pas le faire ce mois-ci parce qu'on aurait certainement vu la performance un peu baisser. Alors, la performance a quand même un peu baissé. Si on regarde la performance sur le mois, après je vous dirai depuis le début de l'année, sur le mois, quand on regarde si on compare au MSCI World, donc le MSCI World qui est comme quand même pour moi sur la partie action, ce qui est la référence, le MSCI World a pris 0,54%. Ça n'a pas été un mois impressionnant. Alors, à titre d'exemple, le CAC 40 a pris encore 2,09%, donc continue quand même à superformer. Quand vous prenez le S&P 500 qui est le marché américain, il n'a pas augmenté, il était à plus 0,05. Donc le profil dynamique a une sous-performance de moins 0,05%. Le portefeuille équilibré est à moins 0,3, donc on est quand même sur quelque chose qui est assez flat, hein. Et sur la partie prudente, on est à 0 sur le mandat prudent. Donc il faut voir que sur la même période, les obligations ont fait sur le mois, ont perdu l'obligation 3,50 qu'on prend à peu près en termes de référence. On est à moins 0,20. Donc c'est pour ça qu'un profil prudent, voilà, un marché qui a fait 0,5 et les obligations qui font moins 0,20, on est flat, donc on répond à peu près aux dynamiques. Après, il faut voir depuis le début de l'année, ça vous donne un profil prudent qui, net de tout frais, est à 2,72. 2,72, quand le marché, le MSCI World est à 5,82 et le marché obligataire à 1,86. Donc, on est complètement en ligne avec à peu près ce qu'il fait. Donc, c'est ce qui montre que finalement, même sans avoir fait trop de mouvements, cette allocation qu'on a voulu la plus équilibrée possible dans un monde un peu moins visible, a plutôt bien performé. La sous-performance qu'on voit un peu plus notable, enfin notable, c'est pas notable, mais c'est vrai que entre la performance entre le profil équilibré et le profil dynamique, finalement, on n'a pas trop de distinction. Le profil équilibré fait 3,73 depuis le début de l'année, donc quand le MSCI World fait à peu près 5,80.
Donc, on est à peu près en ligne sur un profil équilibré, hein, parce que vous regardez aujourd'hui l'exposition action, elle est à peu près à 54%. Le reste, on va le gagner sur la partie obligataire. Et sur le profil dynamique, on est sur la même performance. On fait à peu près du 3,50 depuis le début de l'année. Donc, toujours hein, le MSCI World qui fait 5,82 depuis le début de l'année. Donc voilà, on est à peu près en ligne avec l'attente. Et à savoir que sur le profil dynamique, on était plutôt investi dans une fourchette entre 72 et 75% depuis le début de l'année. Parce qu'on l'a dit, on n'est pas sur une visibilité accrue non plus. Quand on compare un indice, l'indice par essence est investi à 100%. Donc vous voyez, nous avec 30% d'exposition en moins sur un portefeuille dynamique, on a tendance à une bonne performance. Alors les gens nous diront, vous auriez dû être certainement investi à 100%. Il y avait trop de zones de flou. Il faut quand même savoir que DNCA, ce qui nous caractérise, ce qui fait qu'on arrive à faire de la performance sur le long terme, c'est quand même d'avoir toujours cette gestion bon père de famille. Ça veut dire toujours avoir une gestion assez patrimoniale, même dans les choses les plus agressives, entre guillemets, qu'on va gérer. On peut quand même réussir à bien gérer les phases de soubresaut de marché, parce qu'on se rend compte que même sur un profil dynamique, finalement, ce qui est le plus important, c'est de gérer au mieux possible les phases de soubresaut de marché. Je donne un exemple. Si le marché fait moins 50, il faut faire plus 100% pour retrouver son capital. Tandis que si vous arrivez à réduire la voilure de 30%, mais il faudra faire simplement 45%. Alors, il faut regarder les chiffres, mais voilà. Et là-dessus, je le répète souvent auprès de mes clients. Déjà, une gestion, c'est pas quelque chose qui se voit sur un mois et sur 3 mois. C'est une gestion qui se voit sur un peu plus long terme. Et donc, il faut, quand on place de l'argent sur une gestion pilotée comme DNCA, ben, il faut se donner rendez-vous comprendre ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, se donner rendez-vous dans 3 à 5 ans, effectivement, pour faire un bilan et puis voir la performance dessus. Mais surtout, j'allais dire autre chose. Pas dans ta tête à ce moment-là. Oui, et un bon gérant, c'est aussi, on l'oublie, c'est une personne qui fait plus 30% quand le marché fait plus 40 et qui fait moins 15 quand le marché fait moins 30%. Et si le gérant fait ça chaque année, eh bien, au final, il est largement au-dessus de son indice, de tous les indices possibles et imaginables. Et comme l'a expliqué Augustin il y a un mois, on pense vraiment que l'approche fondamentale des gérants d'actifs va revenir sur le devant de la scène. Oui. Et contrairement à tous les indices qui ont très bien performé, où c'était impossible de battre des indices dans des marchés où les taux étaient à zéro, parce qu'on a démultiplié les multiples de valorisation des sociétés tech ou autres. Du coup, voilà, on va revenir sur quelque chose de plus normalisé, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est quand les marchés se normalisent, on a tendance, nous, sociétés de gestion de qualité, à aller chercher de la performance, de la surperformance à moyen long terme. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais que euh, on n'était pas très nombreux aujourd'hui, mais est-ce que vous avez quelques questions à nous poser pour finir ce webinaire? N'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi nous les poser directement au service épargne. On est là pour vous répondre. On fait de notre mieux. Mais du coup, moi, je vais redire juste un mot sur, n'oubliez pas, même sur Sérénité dont on a parlé, c'est vraiment un produit. Je crois que les 2 dernières fois, on l'a beaucoup poussé, c'était post 2008-2011, quand les taux, enfin, on avait vraiment, enfin, après 2 crises majeures, on avait vraiment l'opportunité de revenir sur ce produit. Et après la crise du Covid, quand on a eu après mars, on a eu On le voit sur les le performances marché qui a du. fait n'importe quoi. On a retrouvé un coupon embarqué qui était vraiment intéressant et les clients sur 6 mois avaient fait une performance qui était très bonne. Donc Voilà. là, on arrive sur un marché qui se normalise et c'est sûr que d'avoir 1,3 ans de maturité, 67% du portefeuille qui est investment grade et d'avoir quand même 4,53 de coupons embarqués, c'est intéressant et ça montre surtout qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller chercher de la duration sur le marché obligataire, d'aller prêter de l'argent sur du plus long terme, parce que regardez, sur le taux 10 ans français, on doit avoir du 2,70 actuellement, si je ne me trompe pas, 2,70. Donc vous avez du 2,70 en prêtant à 10 ans, mais en prêtant de l'argent à des entreprises de qualité, vous avez aujourd'hui du 4,53 à 1,3 ans. Pour nous, le ratio est vite fait, vous êtes beaucoup moins volatile, donc vous êtes pratiquement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 7 fois moins volatile, enfin 7 fois moins sensible, on va dire, et pour une rémunération qui est intéressante. Donc ces cas de figure, ils n'arriveront pas tout le temps. Alors, comme le régime de taux a changé, on va peut-être garder ce côté opportuniste sur le fond pendant plus de temps que post-Covid ou autre, donc ce qui est très bien pour nous et pour vous. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un produit qui fait sens. Donc oui,
diversification du fonds euro. Vous l'avez aussi sur la trésorerie d'entreprise et sur la partie monétaire, dans tout ce qui est compte titre ou autre. Bah, c'est intéressant, vous allez même chercher un peu plus. J'ai vu par contre dans les gestions, vous avez de la piscine trésorerie. Pourquoi ne pas mettre du Serenity Plus à la Alors, je place? pense qu'il y a dû revoir peut-être. Non, mais je pense que sur la partie prudente, comme on a mis pas mal de alpha bond, de produits comme ça, il y a peut-être un ratio d'emprise qu'il faut faire attention. On ne peut pas dépasser les 40% de fonds d'ANSA, donc il faut voir si on ne le dépassait pas. C'est D'accord. vrai que c'est. Alors, normalement, on le retrouve. Hein, donc, la partie nous, qu'on a fonds dédiés dans la multigestion d'ANSA, ils sont très porteurs de Serenity Plus. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon dîner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus qui je reçois. Ardian. Non, excusez-moi. Ouh là là. Je sais pas d'où ça m'est venu, ça. Euh, Euraseo. Ça reste un peu. C'est la Voilà. même maison. Je ne dis pas la même maison, mais Même métier, même métier. la même passion. Sur un fonds commun de placement à risque. Et puis, bah voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite. Merci.